Cette grande édition d'information sur BioOne, dans l'actualité, c'est jeudi du dépôt des candidatures à l'élection de gouverneurs et vice-gouverneurs de nouvelles provinces du pays, selon le calendrier de la CENI publié mercredi à Kinshasa. Cette opération va durer 10 jours, soit du 11 février au 20 février 2016. Démocratie et stabilité, deux concepts au cœur de la réunion des ministres des Affaires étrangères de la conférence internationale sur la région du Grand Lac, dont les travaux sont ouverts ce jeudi à Luanda, en Angola. Rencontre initiée en prélude au sommet des chefs d'État et de gouvernement. Et puis cette évasion spectaculaire à la prison centrale de Goma dans le Nord Kivu, 15 femmes ont réussi ce jeudi à 2h du matin à s'échapper de ces centres pénitentiaires. De quelle manière? Patrick Sialoua, notre correspondant dans la région, nous en dira plus tout à l'heure. Merci de nous rejoindre. Des bureaux de réception et des traitements des candidatures à l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs ont ouvert leurs portes ce jeudi à Kinshasa, selon le calendrier de la CENI publié mercredi. Cette opération devra durer 10 jours, prenant en compte les difficultés d'atteindre le coin reculé du pays. Retour sur la cérémonie des publications de ce calendrier électoral par la CENI. Reprise ce jeudi des dépôts des candidatures pour l'élection de gouverneurs et vice-gouverneurs de nouvelles provinces issus du découpage territorial. La Commission électorale nationale indépendante a retenu la date du 26 mars prochain pour l'organisation de ce scrutin. L'annonce était faite à la presse par le président de cette institution d'appui à la démocratie. La CENI a reçu un engagement ferme du gouvernement pour le financement des élections de gouverneurs et vice-gouverneurs. Bien plus, à ce jour, les règlements intérieurs de 21 assemblées provinciales sont jugés conformes à la Constitution par la Cour constitutionnelle. En application de l'article 168 de la loi électorale, la CENI vient de décider de l'organisation de ces élections en fixant l'élection du gouverneur de cette province à la date du 26 mars 2016. En prévision de la révision du calendrier électoral et la fabrication de nouvelles cartes d'électeurs, un appel d'offres international est lancé. La Commission électorale nationale indépendante lance aujourd'hui et officiellement un avis d'appel d'offres international pour la fourniture des kits d'enrôlement des électeurs, des cartes d'électeurs et des sources d'énergie pour la révision du fichier électoral congolais. La CENI soutient son président, travaille le mieux qu'elle peut pour l'aboutissement d'un processus électoral apaisé et transparent en RDC. Et au lendemain du cahier des charges pour l'acquisition des kits d'enrôlement des électeurs, la CENI s'active dans la relance des activités de son comité de coordination dont les travaux, estime le vice-président de la CENI, pourront contribuer à mieux organiser et coordonner les activités de sensibilisation, ce qu'a fait savoir ce jeudi Norbert Bassengezi lors d'une rencontre avec les partenaires impliqués dans les activités d'accompagnement de la CENI. Nous avons voulu réunir tous les partenaires en matière de financement, d'éducation civique et électorale, en matière de sensibilisation. Il s'agit du PNID dans le cadre du projet PASEC, c'est-à-dire du programme d'appui au cycle électoral au Congo, de la MONUSCO, du Canada, de la France, de la Belgique, des États-Unis d'Amérique, de NDI et beaucoup d'autres. Ensemble, nous avons mis une équipe technique qui doit se réunir lundi pour que tous les supports matériels puissent avoir le même message dans les 145 territoires, dans les 21 villes et dans plus de 300 communes de la République démocratique du Congo. Un message du fichier électoral, un message de préparation des élections libres, transparentes et démocratiques.
L'actualité, c'est aussi l'ouverture des travaux de la 6e session ordinaire du sommet des dirigeants de la CIRGL à Luanda, en Angola, annoncé en dernière minute pour mars prochain. En prélude à ces rendez-vous, les ministres des Affaires étrangères des 12 États membres de la CIRGL ont débuté ce jeudi dans la capitale angolaise des travaux au centre des échanges, l'évaluation de la situation sécuritaire dans la région des Grands Lacs. L'RDC y était représenté par le ministre des Affaires étrangères Raymond Tshibanda. Nous, à présent à Goma, où l'on nous parle d'une évasion spectaculaire à la prison centrale. C'est jeudi à 2 h du matin. Il s'agit de 15 femmes qui ont réussi à s'échapper en recourant à des produits chimiques et toxiques. Drôle d'histoire que nous relate Patrick Sialois, notre correspondant. Prison centrale de Goma ce jeudi matin. C'est dans ces bâtiments en briques et cuites où 50 femmes prisonnières se sont évadées vers 2 h du matin. D'après nos sources, ces femmes ont utilisé les produits chimiques et toxiques pour ramollir les briques de ces bâtiments et ont par la suite creusé ces trous avec les birins, trous par lesquels elles sont toutes les 15 passées après avoir endormi les 35 autres prisonnières qui sont restées. La nouvelle société civile du Nord Kivu, à travers son porte-parole, affirme que ceci était prévisible. La nouvelle société civile, je crois, il n'y a pas une semaine que nous avons même dénoncé le fait que la prison centrale de Goma est devenue plus populaire que par rapport à l'effectif qu'elle est à mesure de recevoir. Il faut avouer que cette prison a été construite seulement pour recevoir 150 personnes, mais aujourd'hui l'effectif, il y a plus de 1500 détenus. Et donc nous pensons tout simplement que l'évasion de ces femmes, ça ne nous surprend pas. Et ce n'est pas une façon de prophétiser le malheur, mais nous pensons que ce n'est pas encore trop. Si on ne prend pas en considération le fait qu'il y a maintenant beaucoup de monde dans cette prison et qui vivent d'une manière qui reste encore à désirer, il y aura encore beaucoup d'évasion et les gens vont se volatiliser dans la nature. Et tout en signalant que parmi ces femmes, quand même, il y a celles-là qui étaient condamnées pour de lourdes peines, mais aujourd'hui, ils sont maintenant disparus dans la nature et difficile encore de les retrouver, mais nous pensons et nous sommes en train de demander aux services appropriés de vouloir mettre tout en marche pour récupérer toutes ces femmes qui ont réussi à s'évader. Abordées, les autorités pénitentiaires se sont réservées de tout commentaire et pendant ce temps, 50 femmes sont dans la nature. Retour à Kinshasa, le ministre en charge des travaux publics a inspecté cet avant-midi l'avancement des travaux de la route Bypass. Fridolin Kassuché a également été sur la route Kimwenza où les érosions sont bien maîtrisées et la réfection de cette route se poursuit. Les travaux de modernisation de l'avenue Bypass, qui va passer à 4 voies, évoluent dans la première phase qui consiste à assurer le drainage des eaux avant la pose de la couche de base, puis la couche de roulement. Jeudi 11 février, le ministre des Infrastructures et Travaux Publics a été sur ce chantier. Autre point de la ville dont les travaux ont été inspectés par Fridolin Kassuchi, la route de Kimwenza, où les érosions sont à ce jour maîtrisées, engloutissant d'énormes masses d'argent à cause de l'activité humaine sur ces lieux où normalement ne devrait pas figurer de construction. Les structures des drainages sont également déjà en construction aux endroits utiles. Benjamin Ouengabasoubi, directeur général ad intérim de l'OVD, a géré ce chantier. Avec les premières rencontres, nous avons stabilisé l'érosion au niveau du trafic de l'université. On a commencé à attaquer la chaussée et les 800 mètres de caniveau prévus ont été construits. Il convient maintenant qu'on poursuive les travaux sur la chaussée elle-même, la route de mission. Mais nous étions butés à une difficulté. C'était la difficulté liée aux érosions qui s'étaient produites brusquement. Mais en dehors de tout ça, il faut, comme nous a dit le ministre des Travaux publics, un plan consolidé d'aménagement du territoire qui doit être mis en application. En ce moment-là, il intègre tous les aspects. Donc, nous pouvons bien attaquer les dégâts qui se produisent spontanément, mais si tout n'est pas intégré dans un programme général d'occupation des espaces, ça sera des travaux inutiles. Un comportement plus conséquent de la part des populations, notamment en ce qui concerne l'occupation des espaces, pourrait permettre à l'État d'économiser pareil fonds.
Autre chose à présent, les experts des États membres du comité sous-régional Afrique centrale de l'Association des banques centrales africaines sont appelés à travailler en profondeur et proposer un délai afin de prendre les trains de la monnaie unique. Une auto-évaluation des critères de convergence a été faite pendant 3 jours, soit du 8 au 10 février 2016 à Kinshasa, sous la présidence du gouverneur de la Banque centrale du Congo, Deogracias Mutombo. Mola Nyembo. Le programme de coopération monétaire en Afrique est dans sa phase critique, caractérisé d'une part par le rapprochement progressif des grandes échéances convenues pour le lancement de la monnaie unique africaine et de la banque commune, et d'autre part par le maintien d'un contexte économique et financier international difficile qui a sensiblement affecté les performances économiques des États membres. Cette dernière situation a affecté la capacité des pays à remplir les critères de convergence établis dans le cadre du programme de coopération monétaire en Afrique. L'auto-évaluation à laquelle se sont livrés les experts des États membres au cours de cette réunion du comité sous-régional Afrique centrale de l'Association de banques centrales africaines a permis aux délégués de se situer par rapport aux critères de convergence et de discuter sur les actions correctrices à mener afin d'accélérer la marche vers la monnaie unique africaine. Ces objectifs vont être atteints au terme d'un processus de convergence de ces critères économiques. Nous avons des critères de premier rang et des critères de deuxième rang. Au total, c'est 11 critères. Au premier rang, on a des critères beaucoup plus importants. On a le taux d'inflation, on a le déficit par rapport au PIB, le niveau de déficit, les financements monétaires ou non et les réserves internationales. Et il y a les 7 autres critères qui sont les ratios de la dette sur PIB qui ne doit pas dépasser 70 ans. Il y a le ratio dépenses d'investissement sur recettes fiscales, la pression fiscale, il y a le taux d'intérêt réel positif. Nous venons de faire le point sur le respect par les 8 États de ces critères de convergence. Nous avons réalisé que des efforts restent encore à faire. Malheureusement, le constat est que le respect de ces critères par les États membres ne paraît pas stable. Ces travaux constituent donc une étape cruciale, laquelle précède la réunion du bureau de l'Association des banques centrales africaines qui aura lieu au début du mois prochain, au cours de laquelle cette sous-région Afrique centrale sera appelée à présenter l'état d'avancement du programme de coopération en Afrique, ainsi qu'un rapport sur la mise en œuvre des décisions que le Conseil des gouverneurs a adoptées lors de sa 38e réunion ordinaire de 2015. On va parler de la lutte contre la fraude minière. En République démocratique du Congo, des opérations de saisie s'intensifient dans certaines provinces, cas de la nouvelle province du Haut-Katanga où 22 trucs déminérés ont été confisqués par le gouvernement. Le coordonnateur de la Commission nationale de lutte contre la fraude a fait une mise au point en rapport avec cette affaire lors d'une conférence de presse. Fezamika et Lindel Kintangi. Les opérations de lutte contre la fraude minière s'intensifient dans certaines provinces de la République démocratique du Congo. On en voudra pour preuve la saisie en janvier dernier de 22 tracts de minéraux ayant une valeur de 20 millions de dollars américains au poste frontalier de Kasumbalissa dans le Haut-Katanga. Cette question a fait l'objet d'une séance de restitution d'une mission dans cette nouvelle entité du coordonnateur national de la Commission nationale de lutte contre la fraude minière. Face à la presse, Pascal Nyemboué a réitéré la volonté du gouvernement à poser des actes concrets pour mettre fin à ces maux qui gangrènent le secteur minier en République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo, son gouvernement, ainsi que le président de la République, n'accepteront plus jamais la sortie frauduleuse de minerais au détriment de tout un peuple. Et au moment où je vous parle, et les agents de l'État, et les opérateurs miniers prétendus intouchables ont été arrêtés et condamnés par la loi de la République. Et nous y veillons, de manière à ce que dans l'avenir, cela ne se répète plus. Les responsables, les Libanais qui étaient à la base de la sortie frauduleuse de ce minerai, a été condamné de 5 ans ferme de prison et les minerais confisqués au compte du Trésor public. Les Chinois aussi condamnés à 3 ans. Les agents de l'État, il y a certains d'entre eux, un des agents de la DGDA, il a été condamné à 3 ans, et un agent aussi de la douane et des labos qui de faux documents ont été aussi condamnés, l'un à 6 ans, l'autre à 10 ans.
D'où la nécessité d'une mise en place d'un guichet unique de traçabilité en vue de lutter contre ce phénomène. Nous allons désormais installer tous les services de l'État dans un local comme ça, ensemble. Et ces services vont poser les actes au même moment pour éviter aux fraudeurs de passer outre que la logique installée. La note de débit établie par le CEC prend en charge l'ensemble des imprimés de valeur achetés par l'opérateur minier. Et l'opérateur minier paye directement au niveau des guichets de la banque installés dans nos locaux. Et il se présente à la DGDA pour exportation. Il faut dire que les actions menées dans la lutte contre la fraude minière devront contribuer à la maximisation des recettes publiques. Autre titre de ce journal, c'est cette rencontre à Lissala, dans la province de Mongala, entre le commissaire spécial adjoint en charge de l'économie, finance et développement et les membres du Parti pour l'action. Des échanges axés sur le développement de la province de la Mongala, mais aussi le dialogue politique en vue. Se mettre au service de la nation n'a pas les délais ni les longueurs du temps. Michael Sakombi, commissaire spécial adjoint en charge de l'économie, finance et développement de la province de la Mongala, s'est ainsi fait encourager par ses amis et les membres du Parti pour l'action. La marche du parti et le développement de la province de la Mongala ont été un bon choix dans les échanges. Les partis pour l'action tels que les concepts l'indiquent, c'est un parti politique comme tout autre parti, mais il se démarque du fait pour lui de considérer plus les actions que la parole. Et puis s'adressant au public, Michael Sakombi a insisté sur l'importance de la création de cette nouvelle province. Actualité politique oblige, le commissaire spécial adjoint a démontré la nécessité de la tenue du dialogue politique afin de préserver les acquis de la démocratie en RDC. Soutenir le dialogue, c'est très important. Conférence nationale, Tananarive, cette city, la solution, donc, Banco Sabine, on a soutenir le chef de l'État, ou à Bengisi, Nakata Kinshasa, À la fin, il était question d'échange de vœux et de remise des cadeaux. Signature mercredi de la convention de la mise en œuvre de la composante 1 du projet de développement des pôles de croissance dans la province du Congo central. Ce projet du gouvernement bénéfique pour 50 000 ménages est financé par la Banque mondiale en faveur des États dits fragiles, dont la SNV et l'Organisation néerlandaise de développement aura mission de contribuer à son exécution. Voici l'acte qui concrétise la convention de maîtrise d'ouvrage déléguée entre la République démocratique du Congo et l'Organisation néerlandaise pour le développement SNV. Ce programme, exécuté à travers la cellule d'exécution des financements en faveur des États fragiles, relevant du ministère des Finances, est d'une portée importante qui cible 50 000 ménages, dont 40% des femmes, dans la province du Congo central. Un projet de développement du pôle de croissance qui passera aussi par une structuration des organisations paysannes et la professionnalisation des producteurs dans les filières de riz, manioc et huile de palme dans 6 pôles nodaux de cette province. Avec la signature de cette convention, le projet de développement du pôle de croissance ouest franchit un pas de plus avec l'intégration de la dynamique paysanne dans le développement des chaînes de valeurs agricoles, gage de la mise en place d'un modèle agricole inclusif et professionnalisant. Je salue les efforts des animateurs de la CFF qui, malgré un démarrage difficile, ont permis de faire avancer toutes ces activités de cette composante. Pour des résultats escomptés, une connexion entre coopératives et réseaux de 50 ateliers paysans sera établie. Une démarche salutaire pour les bénéficiaires. Pour nous, l'essentiel, c'est de positionner les petits producteurs vis-à-vis des entreprises. Et les finalités de tout ça, c'est d'assurer que les fichiences sur lesquelles la production est faite et les fichiences sur lesquelles le produit se retrouve sur le marché sont compétitifs et tous les acteurs gagnent. Là, nous, en tant que producteurs agricoles, nous sommes très contents et très fiers de ces projets. C'est du jamais vu. Parce que tout projet qui vient, et souvent ce sont des projets qui sont conçus dans les bureaux.
Mais ces projets, du moins, nous avons participé et accompagné à la base jusqu'à la signature de ces contrats. Ce projet, financé à hauteur de 110 millions de dollars américains par la Banque mondiale, vise la première composante du développement des chaînes des valeurs agricoles dans les 3 filières de Kimpese, Lukula et Tchela. Et puis, à l'international, avant de nous quitter, les États-Unis d'Amérique ont accusé mercredi le gouvernement du Rwanda de chercher à déstabiliser les Burundis voisins en recrutant des réfugiés burundais pour les enrôler dans une opposition armée contre le régime du président Pierre Nkurunziza. La semaine dernière déjà, Tom Perriello, envoyé spécial des États-Unis d'Amérique pour le Grand Lac, avait fait état des rapports crédibles sur le recrutement des combattants dans les camps des réfugiés. Suivons. Le pays de Barack Obama accuse le Rwanda de chercher à déstabiliser le Burundi voisin en recrutant de réfugiés burundais pour les enrôler dans une opposition armée contre le régime du président Pierre Nkurunziza. Dans un compte rendu publié dans le journal français Le Monde, il ressort que la secrétaire d'État adjointe pour l'Afrique, Linda Thomas, a devant la Commission des Affaires étrangères du Sénat américain déclaré, je cite, « Nous avons vu un certain nombre de rapports de nos collègues sur terrain qui laissent penser que le gouvernement rwandais est impliqué dans des activités déstabilisatrices au Burundi. » Fin de citation. Devant cette même commission du Congrès, Thomas Perriello, émissaire spécial des États-Unis pour l'Afrique de Grand Lac, a fait état d'informations qualifiées de crédibles sur le recrutement de réfugiés burundais dans des camps au Rwanda, afin de participer à des attaques armées conduites par l'opposition burundaise armée contre le gouvernement burundais. Washington, historiquement, qui est un allié potentiel du Rwanda, mais dont les relations semblent être refroidies ces dernières années en raison du rôle jugé néfaste du régime de Kigali dans la stabilité de l'Afrique des Grands Lacs. Pour rappel, il y a de cela une semaine que les experts des Nations Unies avaient déjà accusé dans un rapport le Rwanda de recruter et d'entraîner des réfugiés burundais afin de renverser le régime de Bujumbura. Selon les experts de l'ONU, 18 réfugiés burundais, dont 6 mineurs, ont fourni des informations sur leur formation dans un camp au Rwanda en mai et juin 2015. Les États-Unis avaient pourtant vivement condamné la candidature à un 3e mandat du président burundais Pierre Nkurunziza, mis au nombre de pays que le chef d'État devait respecter la Constitution en Afrique. Et voilà qui boucle la boucle. Merci d'avoir suivi ce journal. Excellent suite de programme sur B1.